Bonjour, bienvenue en voiture. On va parler cette semaine d'automobile, de nouveautés automobiles. On va faire le tour un peu de l'actualité. On va regarder encore une portion de notre reportage qu'on a fait au Salon des véhicules automobiles, véhicules électriques même seulement de Montréal. C'est quand même intéressant. Il y a des choses assez nouvelles qu'on a rencontrées. On a eu des bonnes interviews. Faut qu'on va regarder ça. On va commencer avec les nouveautés de la semaine. Que j'ai sélectionné pour vous. Donc, on va commencer avec le retour du compte-tour. Les Chinois vont-ils remettre le compte-tour à l'ordre du jour dans les véhicules électriques, précisément? Depuis quelques longues années, avec l'arrivée des hybrides et tous les véhicules électriques, nous avons tous constaté que les compte-tours, si chers aux voitures thermiques, aux voitures à essence, surtout les manuels, on voulait avoir le compte-tour pour être capable de faire nos changements de vitesse au moment opportun. Il disparaissait sur les nouveaux véhicules. Depuis quelques mois, on constate que les constructeurs chinois remettent d'actualité cet instrument qui indique désormais la vitesse de rotation des moteurs électriques, comme ici sur la petite citadine électrique ES3 qui en passant est distribuée seulement en Chine. Un accessoire qui devrait plaire aux gens du thermique, mais bon, écoutez, je me questionne sur l'utilité d'un compte-tour dans une voiture électrique, mais bon, les Chinois, quand même, décident de beaucoup de choses dans ce monde où on sait, il y a quelques années, c'était le marché américain qui était le plus gros marché au monde. Maintenant, c'est la Chine. Donc, ils vont quand même nous dicter certaines orientations. Là, je vais vous présenter un véhicule que je trouve particulièrement très joli. C'est une voiture de Stellantis, c'est la Chrysler Airflow. Elle est présentée ici comme modèle 2025. Bien que peu de détails soient confirmés à ce stade, de nombreux signes indiquent que le Chrysler lancera un nouveau modèle électrique appelé Airflow. Présenté en avant-première par un concept qui semble assez proche de la réalité, il s'agit d'un multisegment compact au style attrayant qui roulera probablement sur une nouvelle plateforme électrique de la société mère, Chrysler Stellantis, appelée STLA Medium. Sur la base des chiffres préliminaires publiés par la société concernant ses nouvelles technologies de batterie, l'Airflow pourrait atteindre une autonomie allant jusqu'à 700 km. L'Airflow pourrait arriver dès 2024 en tant que modèle 2025, donc plus ou moins dans un an ici, c'est pas très loin dans le monde de l'automobile. Il servira de rival à la Ford Mustang Mach-E, Tesla Model Y, Volvo X40 et d'autres SUV. Chrysler Airflow sera surtout un modèle de Stellantis qui fait partie du vaste plan de produits électriques du constructeur automobile. Donc, le nom Airflow a déjà été déposé officiellement pour être réservé par Chrysler. On parle d'un prix entre 50 et 60 000 US, bien entendu. Prochaine chose, c'est une découverte qui a été faite par le journaliste Antoine Joubert. Une Chevette 76 toute neuve, jamais immatriculée. Elle fait partie de la collection de GM Heritage Center de Détroit, où General Motors conserve près d'1 millier de voitures datant de diverses époques. Un endroit fascinant, mais qui est malheureusement pas ouvert au public. On regarde quelques photos du véhicule. La Chevette, ça nous rappelle des souvenirs sur cette Chevette-là. Je sais, bon, il y a même l'étiquette dans la fenêtre originale qui montre les options et tout ce qu'il y avait. Il y avait des affaires à 44 $, c'est quand même pas trop cher. Ici, on voit le volant, puis je trouvais que cet angle-là était très bon parce que, si vous vous souvenez, on s'assoyait dans une Chevette et le volant n'était pas perpendiculaire à notre corps, il était un petit peu désaxé. Ici, sur la photo, on le voit très bien qu'il n'est pas... Ta main ici est plus haute que ta main là. Donc, c'était quand même spécial, mais c'est sûr qu'en conduisant, ça paraissait pas tellement. Donc, une Chevette toute neuve qui nous rappelle des souvenirs pour les personnes un petit peu plus âgées. Ici, j'ai trouvé une photo que je trouve particulièrement intéressante sur les Cadillacs. L'aile arrière des Cadillacs qui inclut le pare-choc en vue de côté, en vue latérale, de 1948 à 1964,
Tu sais, des fois, on avait l'impression que ça va peut-être durer 10 ans, là, ces espèces de parties arrière proéminents, mais non, de 48 à 64, on voit différentes formes qui ont changé dans le temps. C'est sûr qu'une 53, une 54, ça se ressemble. Il y a des choses qui durent quand même 3 ans de 1960 à même jusqu'à 64, c'est très similaire. Par contre, on se demande c'est quoi qui a guidé le design de choses aussi proéminentes, aussi grosses sur une voiture, mais bon, les gens, je pense qu'ils trouvaient ça très beau. À l'époque, c'était une autre époque. Aujourd'hui, je suis pas sûr que ce serait très populaire. Donc, on parlait la semaine passée, je vous parlais de prix moyen de l'automobile au Canada à 64 000 $. C'était comme, ouf, ça a donné un petit coup, là, mais bon. Par contre, aujourd'hui, je vais aller dans la voiture la moins chère au pays, reste et une seule sous les 20 000 $. Les prix des véhicules neufs ayant explosé à travers l'industrie ces dernières années, bien des consommateurs à la recherche d'un modèle abordable voudraient se tourner vers une petite voiture. Or, les compacts ne sont que 2 maintenant avec l'abandon récent de la Kia Rio. Il reste la Mitsubishi Mirage et la Nissan Versa. Sont largement absentes des inventaires par contre. Si vous vous présentez sur place chez un concessionnaire, on vous dirigera plutôt vers un autre véhicule disponible plus rapidement et inévitablement plus dispendieux. Donc, il n'y en a pas beaucoup ou peu dans les cours de concessionnaire. Vous allez là, vous en commandez une. Oui, mais là, je pourrais te proposer autre chose. Si vous décidez que c'est ça, vous n'avez qu'à la commander et elle va arriver parce qu'elle est disponible. Quoi qu'il en soit, la Mitsubishi maintient sa Mirage en vie pour l'année modèle 2024. Il est toujours possible de la commander, évidemment, par son très rarement en inventaire, comme je vous disais. Bien sûr, ce n'est plus l'aubaine à 10 000 $ qu'elle était à son lancement en 2013. Donc, il y a une dizaine d'années, ce véhicule-là était 10 000. Aujourd'hui, on parle à le doubler, là. Mais cette citadine à haillons demeure officiellement la voiture la moins chère au pays et la seule sous le 20 000 $ en incluant les différents frais de transport. Donc, le prix de détail suggéré de 16 998 avec la préparation et livraison, tout inclus, elle est 19 480,50. Donc, c'est le prix de l'automobile la moins dispendieuse disponible au Canada, 19 480,50, tout inclus. Fait que donc, c'est quand même 20 000 $, hein, mais bon, ça a l'air qu'on est rendu là. Quand même une belle petite voiture, là. On voit les images ici avec un écran central, Google CarPlay, tous les petits gadgets électroniques sont quand même au rendez-vous, mécanique éprouvée, hein, une motorisation qui a fait ses preuves. Alfa Romeo peut-il sauver le plaisir de conduire en électrique? Comment concilier l'électrification et la préservation d'un certain plaisir de conduire? Une équation complexe. Ce que Alfa Romeo propose ou travaille actuellement, parce que c'est pas sur le marché, c'est d'avoir une boîte manuelle pour un véhicule électrique. Toyota travaille déjà sur une boîte manuelle complètement électronique, une simulation. Dans l'article, on dit que Alfa Romeo va être différent, mais quand on lit tout l'article, bien, finalement, c'est pas une boîte manuelle mécanique, c'est encore géré par l'électronique. On peut même la désactiver et tomber au mode parfaitement automatique. Donc, voir comment ce gadget-là peut fonctionner, peut être intéressant. Puis, tu sais, les raisons pourquoi on voulait des boîtes manuelles, c'est parce que c'était la meilleure façon d'avoir un véhicule qui accélérait le plus, d'aller chercher toute la performance. C'était que la boîte manuelle, c'était meilleur que les automatiques. Aujourd'hui, puis même au niveau des consommations, on a une meilleure consommation, moins grande consommation, devrais-je dire, avec les manuels. Aujourd'hui, les boîtes automatiques sont très performantes, donnent des meilleures accélérations, puis meilleure cote de consommation que les manuels. Donc, les boîtes manuelles pour les voitures thermiques tendent à disparaître aussi. Donc, en tout cas, on verra, là. Puis dans l'électrique, c'est difficilement justifiable. C'est juste pour se donner un plaisir de conduire. C'est ça qui est écrit, mais on verra si le plaisir sera vraiment au rendez-vous. C'est quand même
un peu spécial, mais c'est vrai que ça nous manque de changer la petite vitesse. Ici, je vous présente un véhicule extrêmement populaire, le Toyota Tacoma 2024. Toyota a présenté sa nouvelle camionnette intermédiaire Tacoma qui a subi une refonte bien méritée. En plus d'afficher un style remodelé, le populaire pick-up voit sa motorisation V6 remplacée par une paire de moteurs 4 cylindres turbo-compressés ou hybrides. C'est pour ça qu'on dit une paire, là. Il n'y a pas 2 moteurs dans le véhicule. L'habitacle a été largement revu avec un nouvel écran, de nouvelles technologies, un design qui a plus de mordant. En plus, le constructeur a ajouté une variante Trail Hunter spécialement conçue pour les voyages de longue distance. Écoutez, c'est la tendance lourde, je dirais même extrêmement lourde dans les véhicules qui ont des moteurs thermiques, où ce qu'on avait un V6, on remplace par un 4 cylindres turbo par contre, ou ce qu'on avait un 4 cylindres régulier, on remplace par un 3 cylindres turbo. C'est vraiment, et où ce qu'on avait un V8, c'est encore des fois des 4 cylindres turbo ou double turbo, mais les moteurs ont vraiment une tendance à rapetisser. La Tacoma 224 est refaite en plusieurs configurations. Physiquement, la Tacoma emprunte plusieurs caractéristiques qu'on le trouve sur le Tundra, qui est plus gros, qui est de taille régulière, comme les blocs optiques avant, les feux arrière. D'ailleurs, il est possible, comme le Tundra, d'ouvrir le haillon arrière à partir d'un bouton intégré dans le côté du feu arrière pour faciliter le chargement lorsqu'on a les mains pleines. La caisse de 5 ou 6 pieds figure toujours dans la liste des possibilités, tout comme la cabine double à 4 portes. Toyota fait également revenir la cabine extra-cab à 2 portières cette année. Aux États-Unis, la Tacoma sera offerte en rouage 4x2 et 4x4, mais au Canada, seulement le 4x4 sera offert. Au chapitre de la capacité de remorquage, la Tacoma affiche 6500 livres de capacité, selon le modèle. En ce qui concerne la charge utile, Toyota annonce une capacité augmentée à 1709 livres. Toutes les variantes de Tacoma, sauf le modèle d'entrée de gamme, SR5, surmontées de la cabine extra-cab, sont livrées avec une nouvelle configuration de suspension multibras ressort à l'arrière qui remplace les lames des modèles sortants. Bon, suspension à lame, même dans le camion, c'est un peu désuet. Ça fait souvent du sautillement au niveau de l'essieu arrière. Donc, ils se mettent au goût du jour. Le V6 3.5 litres prend sa retraite, comme je le disais tantôt, et laisse son poste à une paire de motorisations 4 cylindres turbo-compressées. La première est le l'e-Force de 2.4 litres qui délivre 270 chevaux de coupe, 317 livres de coupe, c'est ça. Elle peut être mutée à la transmission manuelle à 6 rapports ou une boîte automatique. Une manuelle qui reste en fonction, une automatique à 8 rapports. Le Tacoma, muni de la boîte manuelle, présente des chiffres en légère baisse, 8 chevaux, 7 livres de coupe en moins, et seules les déclinaisons TRD Sport Off peuvent en bénéficier. La seconde motorisation, l'e-Force Max, celle-ci combine le 2.4 litres turbo compressé à une transmission à 8 rapports qui intègre le moteur électrique de 48 chevaux relié à une batterie de 1,87 kW. Combiner ces chiffres, ça donne 326 chevaux, tandis que le couple va à 460 livres-pied. La boîte manuelle n'est pas offerte dans la motorisation hybride. Si on regarde le camion, il est vraiment au goût du jour, il est très beau, un peu angulé à l'avant. C'est une belle configuration. À l'intérieur aussi, très grand écran central. Donc, c'est intéressant comme véhicule, c'est une belle mise à jour, puis on sait la popularité du Toyota, là, ça va sûrement continuer. Restons dans Toyota Tacoma, dans le TRD Pro Air Chair, c'est une option. C'est un siège isodynamique qui s'inspire des Lexus, un concept qui a été présenté au Salon de Paris en 2016. Et il y avait des formes un peu différentes, mais si on regarde comme il faut, c'est un chaise avec une suspension à l'air intégrée. Tu peux changer la pression d'air. Écoute, le confort doit sûrement être au rendez-vous. C'est un très beau siège, un design particulier. Donc, il y a 4 cylindres là, sur le siège qui assure le confort. Donc, je tenais à vous le montrer parce que c'est assez spécial, un siège comme ça. En plus,
dans une camionnette, mais ça fait son sens parce que quand on va circuler en hors-route, ben, on a besoin de confort, donc ça peut être intéressant. En terminant le tour d'horizon, je vous parle beaucoup d'auto électriques, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est ça le marché actuellement. Les manufacturiers, pas mal tout ce qu'ils annoncent, c'est des autos électriques, des autos électriques, des autos électriques. Donc, c'est la tendance lourde. Puis, vous voyez, ici au Québec, on a annoncé la semaine dernière des usines de batteries. L'automobile, ça va être électrique. Par contre, je prends un petit moment pour vous dire qu'il existe encore sur le marché des voitures à moteur thermique très performants. Donc, on va faire le tour rapidement de ce qu'on peut trouver actuellement. Chez Audi, on a le 2,5 litres, 5 cylindres sur la RS3 à 401 HP. C'est pas peu dire. 400, tu sais, quand on dépasse le 250-300, là, c'est quand même intéressant. Le 5,5 litres de la Corvette Z06, tenez-vous bien, 670 HP. La Ferrari Twin Turbo V8 F8 Portofino et M-Roma SF90, 612 HP. La Ferrari 6.5 V12, ça, des V12, là, qui en reste plus gros sur le marché. La Purosangue, la Daytona SP3, la Monza SP1, SP2, bien, on a droit à 829 HP. C'est assez impressionnant. Ford Supercharge 5.2 V8 F150 Raptor 700 HP. Ça, c'est un moteur qui est disponible dans le pick-up F150 Raptor, justement, à 700 HP. Tout un engin. Maserati Twin Turbo 3.8 V8. Là, dans le Ghibli Torrefo, Levante Torrefore, quatre portes Torrefore. Mon italien n'est pas parfait, hein? 572 HP. Un beau petit V8 de 3,8 litres. Franchement, c'est intéressant. Porsche, avec son moteur à plat, 6 cylindres, qui est dans la Cayman GTS, la Boxster GTS, Cayman GT4, GT4 RS. On parle de 718 HP pour ce moteur-là, un petit moteur à plat, souvent monté à l'arrière, un peu à l'ancienne Volkswagen coccinelle, là, mais on est loin de ça, c'est juste que la configuration ressemble à ça. Lamborghini 6.5 V12, Revuelto, 1001 HP. Vous avez bien entendu, 1001. Probablement qu'on s'est forcé pour dire qu'on avait plus que 1000, là, avec le 1 HP, il ne doit pas faire une très grosse différence rendu là. Là, finalement, le Toyota Turbo 1.6, 3 cylindres qu'on retrouve dans la Corolla GR à 297 HP. Je vous disais tantôt, on remplace les V6 par des 4 cylindres, on remplace des 4 cylindres par des 3 cylindres turbo. On a quand même une preuve ici dans cette Toyota Corolla GR, qui est Toyota Corolla depuis que ça existe. On a des 4 cylindres. Là, on vient de remplacer ça. Une GR, c'est le modèle sportif. On remplace ça par un 3 cylindres 1.6 turbo à 297 HP. Là. On est presque rendu à 300. C'est quand même impressionnant pour un petit 1.6 3 cylindres. Franchement, là, c'est impressionnant. Moi, je pense que les manufacturiers travaillent fort. Puis, tu sais, le turbo, on dit, c'est pas vrai que ça prend plus de gaz. Ça donne plus de puissance. Au moment qu'on utilise la puissance, oui, il va consommer. Mais quand on s'en va sur la route, on respecte les limites de vitesse en vitesse de croisière, on consomme comme un 3 cylindres. Le turbo est presque au repos, il ne travaille pas. Donc, il n'y a pas de surconsommation. La surconsommation des turbos que les gens disaient, c'est parce que on l'essaye, le turbo, puis on est toujours en train d'y en demander. Si on fait ça, il va consommer, mais en conduite normale, c'est vraiment plus économique. Ça fait le tour pour les nouvelles cette semaine. On va regarder encore un bout de reportage du Salon des véhicules électriques de Montréal.
compagnie de Philippe André, directeur des relations publiques pour GM du Canada. GM Canada. On est ici devant un magnifique véhicule, Oui. un Hummer. Il y en a un autre un petit peu, un Le style Hummer pick-up. camion, le Hummer SUV. SUV. Ouais. C'est des véhicules exceptionnels comme les Hummer ont toujours été. Par contre, ceux ici, maintenant, c'est 100% électrique. Bien, effectivement, écoutez, premièrement, on est bien content d'être ici au Salon de l'auto électrique. On a amené tout notre portfolio électrique, ou à peu près, pour cette année. Et puis, comme vous mentionnez, pour le Hummer, ce qu'on trouve intéressant, c'est qu'anciennement, le Hummer était reconnu pour être un véhicule très énergivore. Et maintenant, on l'a amené dans un modèle 100% électrique. Donc, on l'a autant dans sa version VUS que dans sa version camion. Donc, on est bien content. C'est un modèle qui attire beaucoup l'attention. La performance est toujours au rendez-vous, j'imagine. 0-100 en 3 secondes, ce qui est aussi rapide que notre Corvette à moteur central. Donc, oui, très rapide. 0-100, 3 secondes, un véhicule de cette taille-là, parce que s'il y a quelque chose que le Hummer n'a pas perdu, c'est sa taille. Il est à peu près la même grosseur qu'il était avant. C'est sûr que c'est un véhicule qui pèse 9000 livres. Je ne sais pas si je devrais dire ça, mais pour qu'un véhicule de 9000 livres fasse de 0-100 en 3 secondes, bien, c'est sûr qu'avec la motorisation électrique, ça nous permet d'avoir des accélérations qui sont très, très rapides. Mais oui, c'est impressionnant comme véhicule. J'en ai pas vu sur la route encore ici. Est-ce qu'il est arrivé au Canada? Malheureusement, il n'est pas encore arrivé au Canada. On est un petit peu en retard, mais je vous dirais que ça s'en vient très prochainement. D'ici, je vous dirais, le milieu de l'année, fin de l'année au plus tard, là, les gens devraient commencer à prendre possession de leur GMC Hummer. J'imagine que vous avez déjà des commandes. On en a beaucoup, même, je vous dirais qu'on continue à en prendre. On invite les gens à continuer à venir nous voir en concession puis à prendre des commandes. Mais je vous dirais que oui, la popularité des véhicules électriques, elle est là. Dans le cas du Hummer, c'est un véhicule encore là qui sort de l'ordinaire. On a énormément de demandes pour ce véhicule-là, mais on compte répondre à la demande. Une échelle de prix, ça part à combien un Hummer? On s'attend pas que ça parte à 30 000, là. Non. Dans le cas du Hummer, écoutez, on parle d'environ, on tourne environ dans les 140 150 000 là, pour un Hummer. Là. Canadien, oui. Canadien. OK, c'est quand même bien. Si vous voulez bien, on va se déplacer. Oui. On va aller voir la Corvette hybride. Corvette hybride, la Corvette E-Ray. E-Ray, OK. Là, on a ici en arrière de nous la superbe Corvette E-Ray. Oui, la nouvelle Corvette E-Ray qu'on a lancée cette année, qui arrive pour 2024. Donc, dans le fond, c'est premièrement deux choses importantes. C'est notre première Corvette avec hybridation et c'est aussi notre première Corvette avec une traction intégrale. Donc, on l'a en 4 roues motrices. Elle est en 4 roues motrices parce que le moteur électrique est à l'avant, c'est ça? Effectivement, à vrai dire, oui. Effectivement, on a un modèle électrique à l'avant et à l'arrière, dans le fond, ce qui nous donne notre traction intégrale. Et puis, c'est la Corvette la plus rapide de l'histoire, dans le fond. Donc, l'hybridation nous permet d'atteindre des vitesses de pointe exceptionnelles ou aussi un 0-100 en bas des 3 secondes. En bas des 3 secondes, oui. Vous dites qu'il y a un moteur électrique aussi à l'arrière? Le moteur avant va envoyer l'énergie à l'essieu arrière pour vous donner votre 4 roues motrices. OK. Quand même, c'est technologique. C'est très technologique, oui. C'est très, très technologique. Ouais. Et 0-100 en bas de 3 secondes. En bas de 3 secondes. Puis il y a quelque chose d'autre qui est particulier avec ce véhicule-là. Excusez-moi l'anglicisme, on appelle ça le mode stealth. Ça veut dire que quand vous partez votre véhicule dans votre voisinage, le véhicule n'émettra aucun son. Vous pouvez rouler dans votre quartier jusqu'à une autonomie d'à peu près 30 km sans produire aucun son. On appelle ça le mode stealth. Je ne sais pas si vous faites un parallèle avec les avions. Oui, exactement. Donc ça, c'est une nouveauté. Puis en plus, c'est un système qui est développé principalement à notre centre d'ingénierie au Canada. Ah oui? Oui. OK, bien, c'est une bonne idée aussi parce que, oui, une Corvette, il y a toujours un petit vromissement qui fait plaisir aux pilotes. Ce qu'on aime, mais que des fois, le voisinage n'aime pas à 7 h le matin. Exactement. Ouais. Ah, c'est bien pensé. C'est très bien pensé, je trouve. Très, très bien pensé. Puis la Corvette, depuis qu'elle a été la C8, elle est fantastique, le moteur arrière et tout, le central. C'est que ça nous a permis d'aller chercher une autre type de clientèle. Depuis qu'on a eu le moteur central, ça nous a permis d'aller chercher des conquêtes, dans le fond, dans des marchés comme les gens qui achetaient des Porsche, les gens qui achetaient des Ferrari. Donc, dans le fond, la répartition de poids, elle est beaucoup mieux avec le moteur central. Ça nous a permis d'amener la Corvette à un autre niveau parce qu'avec le moteur avant, on avait atteint le maximum de ce qu'on pouvait faire en termes d'ingénierie, de performance, d'aérodynamisme. Avec le moteur central, meilleure répartition de poids, puis on est capable d'atteindre d'autres sommets. Puis là, on va continuer avec l'électrification du véhicule. Oui, puis je pense que quand vous êtes arrivé avec le moteur central, vous avez eu... le prix, c'était fantastique par rapport à tout ce qui se faisait dans le moteur central. Là. Comment on dit en anglais, best bang for the buck. Puis la Corvette, ça a toujours été ça. Puis je pense que ça continue à être ça aussi. C'est le meilleur rapport qualité-prix que vous pouvez acheter sur le marché. C'est ça. C'est bien. Si vous permettez, on peut continuer en arrière. Ici, on a un Silverado, c'est ça? Silverado RST. Dans le fond, on a 2 versions qui ont été annoncées pour le Silverado 100% électrique. Le modèle Work Truck. Donc, le modèle Work Truck va arriver d'ici la fin de l'année. Va être produit, excusez-moi, on va commencer à le produire d'ici la fin de l'année. Et le RST va arriver au début 2024. Donc, un camion, première camionnette 100% électrique, pleine grandeur, avec 640 km d'autonomie en mode électrique. 640? Oui.
quand même, c'est bien. C'est plus que le Ford Lightning. Oui, non, mais c'est correct. on voit que c'est votre benchmark. Écoutez, c'est sûr que là, je leur donne à Ford aussi, là, je ne vais pas parler trop de la compétition, mais on est là-dedans. On est dans les véhicules 100% électriques, surtout les camionnettes. Il y a beaucoup de gens. Le marché du camion, c'est un énorme marché pour les compagnies américaines. Toyota aussi, donc on n'avait pas le choix d'arriver avec un véhicule électrique. On est très excités d'offrir ça aux consommateurs. On pense qu'on a quelque chose de très bien avec le Silverado. Puis aussi, il ne faut pas oublier que du côté de GMC, on a le Sierra EV aussi. Donc, on va avoir 2 camionnettes 100% électriques avec des designs complètement différents pour chacun des consommateurs. OK, bien, c'est très bien. Puis, en terminant rapidement, on a un petit blanc au côté. L'Equinox. L'Equinox. Ça, c'est l'Equinox. C'est notre volume de volume. Dans le fond, l'Equinox va venir remplacer la Bolt, qui est un modèle qui a été très populaire et très bon pour GM. Donc, l'Equinox, lui, arrive début 2024. Si on est chanceux, peut-être fin 2023. Et puis, on va l'offrir dans des différentes versions. Ça va être un modèle qui va partir à 38 000 donc un véhicule très abordable. Électrique à 38 000 100% électrique, 400 km d'autonomie, 38 000 On va avoir différentes versions. Ce que vous avez là, c'est la version ARS qui va se chiffrer autour de 45-46 000 puis qui va aller chercher 480 km d'autonomie. Donc, on rend l'électrique abordable avec l'Equinox. Oh, 480 à 35 000 wow! En bas. Bien, oui. Il va partir à 35 000, 480 km d'autonomie. On va aller plus dans les 45-50 000, mais on va offrir un véhicule électrique très abordable. Ah ben, merci beaucoup. Puis je pense que vous allez avoir beaucoup de succès avec tous les produits que vous avez parlé. Merci. J'espère que ça vous a plu. Ça vous a informé aussi sur différentes choses. Donc, cette semaine, il me reste à vous parler Je surveille toujours le prix de l'essence, vous savez, je trouve ça intéressant. Le prix réaliste calculé par CA Québec, parce que c'est toujours la base, CA Québec nous dit qu'on devrait payer 1,79 $. Par contre, le prix moyen en Estrie est à 1,76 $. La semaine dernière, on était à 1,76 $. On peut dire que ça n'a pas varié beaucoup, pas du tout même. Donc, on est à 1,76 $. Tant mieux. Si ça varie, on espère que ça va être à la baisse. On verra. Donc, sur ce, ben, je vous dis à la semaine prochaine. Soyez prudents sur la route et profitez-en parce que les couleurs sont à leur apogée. Actuellement, au moment d'enregistrer, on est dans une période assez chaude. Il annonce un petit peu moins beau samedi, dimanche, mais il y a un congé en fin de semaine. Les couleurs sont magnifiques. Profitez-en pour faire une balade en auto et peut-être prendre de bons clichés aussi. Sur ce, bonne semaine.